Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'eau, mais d'océan. Ah, l'océan, pêcher des poissons dedans, mais pas uniquement. Outre le fait qu'ils nous nourrissent et qu'ils soient par eux-mêmes magnifiques, source d'inspiration, de beauté, de créativité, les océans sont également l'un des poumons de la planète, puisqu'ils absorbent un tiers du CO2 présent dans l'atmosphère. Malgré tout, ces poumons sont malmenés. Pollution, plastique, montée des eaux, fonte des glaciers, variation de courant, hausse des températures, autant de phénomènes qui menacent son homéostasie et ses écosystèmes. Et parmi ces menaces, une autre un peu moins connue, l'acidification, c'est-à-dire une diminution de son pH. Cette acidification, c'est dur, c'est le matin, aurait augmenté de 26% depuis le début de la révolution industrielle, mais certains modèles de prédiction prévoient une augmentation de 150% d'ici à 2100. Alors, qu'est-ce que l'acidification ? Quelles en sont ses conséquences et existe-t-il des solutions ? Eh bien, pour nous en parler, nous sommes très heureux de recevoir le docteur Fabrice Pernet, biologiste marin à l'Ifremer, au Lémar, très exactement à Brest. Fabrice Pernet est passionné par le vivant. Il s'intéresse à l'effet du réchauffement climatique et des changements globaux sur les organismes marins et l'aquaculture. Fabrice est également auteur du livre « L'acidification des océans. Quels effets, quelles solutions ?» aux éditions Coué, qu'il a coécrit avec Frédéric Gazot du CNRS. Fabrice Pernet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. La parenthèse scientifique, acidification des océans, mécanismes et effets sur le vivant. C'est parti. Le mot du jour. Alors, c'est mot du jour ou duel de mots pour aujourd'hui. Je voulais confronter météo et climat. C'est deux termes que l'on confond souvent. Et le temps de ces dernières semaines va un petit peu m'aider. Donc, la météorologie, correspond au temps qu'il fait au jour le jour, en un lieu donné et à un moment donné. C'est une notion de temporalité courte, un jour, quelques jours, jusqu'à quelques semaines. Par exemple, en 2024, la météo du mois de mai a été plutôt fraîche et pluvieuse en France, je pense qu'on est tous d'accord. Et par rapport, elle a été chaude et caniculaire dans l'est du Brésil en mars ou à Calcutta en Inde en mai. Le climat, lui, c'est une moyenne des conditions météorologiques sur une longue période et sur des aires géographiques vastes. Les climatologues utilisent des périodes de référence de 30 ans. Le changement climatique désigne alors une modification significative de cette moyenne et donc un changement du climat. Et donc pour conclure, vraiment cette temporalité des épisodes météo de courte durée peuvent aller dans un sens, donc un printemps frais humide dans une région ou un pays, mais les moyennes climatiques indiquent toutefois une hausse globale des températures. Merci beaucoup Julien. Je me rends compte que j'ai vraiment complètement oublié de présenter les personnes ici présentes à mes côtés aujourd'hui. C'est vraiment le matin. Alors avec moi autour de la table, Pauline. Bonjour tout le monde. Damien. Bonjour à toutes et tous. Julien. Bonjour. Alexis. Bonjour à tous. Et à la technique, Clément. Salut. Voilà, et bien en tout cas avec nous également le docteur Fabrice Pernet, biologiste marin au Lémar. Merci beaucoup Fabrice d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous avez récemment édité un livre sur l'acidification des océans et c'est également un de vos sujets de recherche. Déjà, peut-être première question assez générale, comment en êtes-vous arrivé à étudier les océans et les effets du changement global sur ces océans ? Alors, je dois dire que depuis très jeune, j'ai toujours eu une affinité pour les questions environnementales. J'ai toujours été assez concerné par ce sujet-là, alors qu'on en parlait finalement assez peu. J'ai fait une thèse il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant, plutôt sur des questions d'aquaculture. Autrement dit, ma préoccupation, c'était comment nourrir le monde demain, comment produire des poissons, des coquillages, des crustacés. Et donc, j'ai plutôt commencé sur l'optimisation des procédés de production en aquaculture, donc plutôt une approche, on va dire, un petit peu extractiviste, on va dire, des choses.
Et puis en 2003, en fait, j'ai rencontré un bouquin qui était écrit par un certain Jean-Marc Jancovici, peut-être à Ah, ses débuts finalement, qui s'appelait L'avenir climatique. Voilà, donc ça a été une rencontre, on va dire, intellectuelle assez riche. Donc il y a eu ce bouquin-là, en fait, que j'ai lu et qui m'a fait comprendre que. Donc je savais déjà que le climat changeait, hein. Je vivais au Canada à l'époque et je le voyais de mes propres yeux. Donc déjà, c'était assez inquiétant ce que j'observais, fonte des glaces, des températures hivernales de l'ordre de 12 degrés en plein mois de janvier au Canada. mhm. C'était des choses que les anciens ne voyaient pas du tout. Et puis, donc il y a eu ce bouquin, L'avenir climatique, m'a permis de, quelque part, de m'acculturer à ce sujet climat, hein, climat-énergie plus largement. Et puis un autre bouquin, Gerd Diamond, sur les fondements des sociétés, dans lequel Gerd Diamond propose vraiment une grille de lecture sur quelque part sur la résilience des sociétés humaines vis-à-vis des facteurs environnementaux. Donc ça a été un peu deux gros déclics qui m'ont fait complètement réorienter mes recherches. En fait, j'étais au départ pas du tout, ma thèse portait pas du tout sur des questions climatiques ou D'accord. acidification. Dans le D'ailleurs, domaine. l'acidification, on n'en parlait quasiment pas à l'époque, hein. 2003, on parlait quasiment pas d'acidification. Le terme acidification est arrivé dans la littérature scientifique cette année-là précisément. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment complètement réorienté mes recherches. J'ai eu l'opportunité de le faire. Et j'ai travaillé plutôt sur les capacités des organismes marins à s'adapter aux changements de température, aux fluctuations de température. Alors, j'étais au Canada à l'époque et je faisais de l'aquaculture. Et donc, la question, c'était comment des organismes marins peuvent résister au froid. Donc, on a commencé un petit peu par la question inverse. Et puis, je me suis intéressé après au chaud. Et puis, progressivement, en 2016, à l'acidification des océans. D'ailleurs, concernant l'acidification des océans, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'on entend par acidification des océans et quels sont les paramètres qui entrent en jeu? Alors, bonne question, parce que l'océan n'est pas acide, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Donc, quelque part, c'est un terme qui est plus ou moins juste. On devrait plutôt parler de carbonation de l'océan. C'est-à-dire que l'océan s'enrichit en CO2, puisqu'on émet du CO2 dans l'atmosphère, et vous l'avez dit dans votre mot introductif, le CO2 dans l'atmosphère n'y reste pas, en tout cas, il n'y reste pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a 25% du CO2 atmosphérique aujourd'hui issus de nos émissions liées aux activités humaines, à la combustion de pétrole, gaz, charbon, qui se retrouvent aujourd'hui dissous dans les océans. Donc les océans ont absorbé 25% du CO2 que nous avons émis aujourd'hui de par nos activités. Ce CO2 dans l'eau, il se complexifie, il forme un acide faible, mais un acide quand même, c'est l'acide carbonique. Donc en fait, on a une petite réaction chimique assez simple qui dit que CO2 plus H2O donne H2CO3. Et donc, Mhm. cet acide va libérer un proton dans l'eau et diminuer le pH de l'océan. Le pH est donc la mesure de l'acidité de l'eau. Mhm. Et c'est comme ça que se fait l'acidification des océans. Donc, l'acidification, comme je disais, il n'est pas acide. L'acidité se mesure sur une échelle de pH comprise entre 0 et 14. Donc, 0, c'est le pôle acide. 14, c'est le pôle très basique. À 7, il y a l'eau douce. Donc, c'est un pH qui est dit neutre. Et l'océan est légèrement basique. C'est-à-dire que son pH moyen est de l'ordre de 8, 8,1 à peu près. Donc l'océan n'est pas acide à proprement parler, il est légèrement basique, mais il s'acidifie au fil du temps. D'accord, merci. Et du coup, moi j'avais une question. Euh, donc vous nous avez expliqué que l'océan absorbe une partie du CO2 atmosphérique, mais est-ce que l'augmentation de la température et donc le réchauffement climatique lui-même a un effet direct sur l'acidification des océans? J'imagine que oui. Alors en effet, on a tendance à croire que le réchauffement favorise l'acidification. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le sens commun, on aime bien que les mauvaises nouvelles Se arrivent complète. ensemble, se nourrissent l'une l'autre. C'est vrai qu'on a un petit peu cette tendance-là. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. C'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est que l'acidification, comme je l'ai dit, est liée à un excès de CO2 dans l'eau de mer. Et puis, donc le CO2, c'est une forme de carbone qui existe dans l'eau de mer, mais il y a d'autres formes de carbone qui sont en équilibre les unes avec les autres dans l'océan. Quand on réchauffe de l'eau, ces autres formes de carbone ont tendance à former elles aussi du CO2. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que le réchauffement favorise un peu plus de CO2 et donc un peu plus d'acidification. Ouais. Mais en même temps que l'eau se réchauffe, elle dissout moins les gaz. Une eau chaude contient moins de gaz qu'une eau froide. C'est physique, en fait, c'est thermodynamique. Et donc, in fine, ces deux effets-là que je décrivais sont finalement antagonistes. C'est-à-dire que quand on réchauffe, en effet, on fait un petit peu plus de CO2 dans l'eau, mais en même temps, l'eau en contient moins. Et donc, au final, ça a finalement globalement assez peu d'effets. Ces effets-là s'annulent. Et le D'accord. réchauffement n'est pas un facteur, quelque part, significatif d'acidification des océans.
D'accord, bah, merci. Très intéressant. On aurait effectivement pensé le contraire. En tout cas, voilà, il est assez mineur cet effet-là, il est assez mineur. Il existe, mais il est assez mineur. Et donc, à part les effets physico-chimiques, est-ce que certaines pollutions peuvent participer activement à l'acidification des océans? Alors oui, dès lors que ces pollutions, telles que vous les évoquez, ont un effet chimique. Hmm. C'est-à-dire que typiquement, si un effet qui est assez bien connu aujourd'hui, c'est les apports de nutriments issus des bassins versants, des activités agricoles ou industrielles, par exemple, qui, lorsqu'elles sont en excès, lorsque ces excès-là sont en apport, lorsqu'on apporte beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore dans l'eau de mer, alors on favorise la production végétale, celle du phytoplancton, celle des macroalgues, les fameuses algues vertes. Et cette production végétale va se dégrader, se décomposer et, sous l'action des décomposeurs, acidifier le milieu. Donc c'est une façon, c'est une manière dont finalement les polluants peuvent contribuer quelque part à l'acidification. C'est via ce qu'on appelle, nous, l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement des eaux en sels nutritifs liés aux activités humaines. Donc l'eutrophisation est un facteur quelque part aggravant l'acidification. Donc on va enlever de l'oxygène C'est un finalement, exemple de polluant qui agit. en plus On d'acidifier. enlève l'oxygène, exactement, et quelque part, les organismes décomposeurs produisent du CO2. Et comme on l'a vu, le CO2 est à la base même de la réaction d'acidification et donc augmente l'acidité de l'eau. D'accord. Donc il y a anoxie en effet, c'est-à-dire qu'on diminue les concentrations d'oxygène dans l'eau et en même temps on relargue du CO2 et donc on acidifie le milieu. Donc typiquement, voilà, les apports de sels nutritifs en excès dans les bassins versants, dans les eaux marines, contribuent à l'acidification des océans. Et en termes de pH, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit 8,1, c'est ça, en moyenne pour l'océan? Voilà, on dit que le pH de l'océan moyen est à peu près à 8,1. Et donc, en termes de valeur, pour qu'on essaye de se rendre compte un peu, quelle est l'échelle de valeur? C'est-à-dire, est-ce qu'une diminution de 0,1, par exemple, ça peut avoir déjà un impact très important sur les écosystèmes? Alors en effet, si on passe de 8,1 à 8, qu'est-ce qui se passe concrètement en termes d'acidité? C'est une augmentation, je crois que vous l'avez dit dans votre intro, d'à peu près 25%. C'est ce qui s'est passé entre l'ère pré-industrielle et aujourd'hui. Hein. Donc globalement, dit comme ça, voilà, c'est un quart de plus d'acidité. Ouais. C'est pas forcément majeur lorsqu'on prend ce facteur-là isolément. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la tendance est à la hausse, la tendance à l'acidification est à la hausse. C'est un processus qui va continuer. Aujourd'hui, pour tout vous dire, la concentration en CO2 dans l'atmosphère est de 420 ppm, alors que dans l'océan, donc c'est des parties par million, Mhm. donc c'est très faible, hein, c'est 0,4%. Donc c'est un gaz mineur, le CO2, mais il a un pouvoir réchauffant très très fort. Donc c'est un gaz mineur, il est à peu près à 420 ppm dans l'atmosphère, il est seulement à 270 dans l'océan. Alors ce qui se passe, du coup, c'est que l'océan, les composés vont du milieu le plus concentré vers le moins concentré. C'est ce qui se passe quand vous dissolvez votre sucre dans votre café. Et Mhm. globalement, votre sucre dans le carré est très concentré, il va vers le milieu le moins concentré, qui est l'eau du café. Donc c'est ce qui se passe avec le CO2 à l'interface océan-atmosphère. On a des flux de CO2 de l'atmosphère qui vont vers l'océan. Donc quand on a 420 ppm dans l'atmosphère, 270 dans l'océan, du coup, il y a un flux qui est que ça va vers l'océan. Et donc la question c'était, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour qu'on se rende compte Faut un petit peu voilà, des mesures et de l'effet des valeurs. Ah oui, c'était ça. La Donc diminution tout est ça de pour vous dire 0,1. que ouais, et ce que je voulais illustrer avec, mon différentiel de CO2, océan-atmosphère, c'était qu'aujourd'hui, l'océan n'est pas en équilibre avec l'atmosphère. Donc l'acidification va continuer jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, qu'on ait 420 de chaque côté. Hein, grossièrement, c'est à peu près ça qui va se passer. Donc l'acidification va continuer, le pH va continuer à diminuer, et ce qu'on prévoit à l'horizon 2100, tel que les choses se profilent, c'est une baisse de 0,3 unité pH. Alors dit comme ça, 0,3 unité pH de diminution à l'horizon 2100, ça paraît pas énorme. Mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est 100 à 150% d'acidité en plus. D'accord. Et là, ça commence à avoir vraiment des effets significatifs, d'autant que l'océan n'est pas homogène à l'échelle globale. Oui, On dit que la moyenne est à 8,1, mais il y a des zones qui sont beaucoup plus acides que 8,1. oui, c'est ce qu'on imagine. Il y a des zones de l'océan où le pH est beaucoup plus bas, typiquement dans la zone côtière, où il y a des apports d'eau douce. Je vous ai dit tout à l'heure que l'eau douce avait un pH de 7, que c'est un pH neutre. Eh bien, quand vous avez des apports des fleuves, des rivières, eh bien, le pH est à l'embouchure de ces fleuves et de ces rivières beaucoup plus bas qu'il ne l'est au large. Et donc, si vous appliquez de facto sur ces pH déjà assez bas une diminution à 0,3,
Alors là, vous êtes dans des milieux qui sont très acidifiés, en fait. Vous voyez, donc il ne faut pas voir le pH moyen et les valeurs moyennes, il faut déjà envisager les extrêmes qui existent Mhm. et comment ces extrêmes-là vont-ils évoluer. D'accord. Oui, on imagine que c'est une moyenne et que de toute façon, il y a des variations en fonction de la géographie. Après, c'est bien aussi, voilà, vous avez très bien répondu, hein, de se rendre compte qu'une diminution de 0,1 qui peut paraître comme ça pas grand-chose, finalement, c'est 25% de plus et puis c'est un impact important sur les écosystèmes. Et concernant Exactement. la récolte des données, de vos données, est-ce que vous avez des campagnes de mesure régulières? Est-ce que vous basez sur des données open source, par exemple des bases de données internes à l'IFREMER ou au CNRS? Comment est-ce que vous faites pratiquement? Alors, déjà, on va remettre un petit peu quelque part de contexte un petit peu historique. Depuis quand suit-on le pH? Alors, depuis assez peu de temps. Alors, la température, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. On a des données, des séries historiques de température qui datent de centaines d'années dans certaines régions du globe. Ça, c'est pour les plus anciennes, au niveau marin en tout cas. Euh, En revanche, le pH, c'est quelque chose que l'on connaît depuis pas longtemps. On a découvert la notion de pH et d'acidité au début du XXe siècle. Et on suit le pH dans les eaux marines depuis, je dirais, les séries les plus anciennes, c'est les années 90, hein, globalement, le début des années 90. Et on a donc voilà, on n'a pas beaucoup de recul sur l'évolution du pH océanique. Alors, on a toutes sortes de traceurs qui nous permettent de quelque part d'extrapoler sur ce que ça a pu être à des échelles de temps anciennes. Mais globalement, le pH, l'acidité de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne suit depuis pas très longtemps. Le terme acidification des océans est arrivé dans la littérature scientifique en 2003, pour tout vous dire. Et depuis, il y a eu un fort engouement sur cette thématique-là. Depuis 20 ans, les scientifiques marins travaillent sur ce sujet-là d'arrache-pied. Et on commence à avoir du coup des séries de données un petit peu plus conséquentes. Alors la manière de le faire concrètement, eh bien, on déploie des capteurs de mesure du pH de l'eau de mer sur des bouées fixes en général. Les capteurs sont immergés en permanence et collectent de la donnée tous les quarts d'heure, toutes les heures, tous les jours, selon la manière dont on les programme. Et ces capteurs-là, il faut aller les visiter de temps en temps pour télécharger la donnée, pour nettoyer les capteurs, éviter qu'ils soient colonisés par toutes sortes d'organismes marins qui viendraient altérer la donnée. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle la mesure haute fréquence. Donc quelque part, ce sont des points fixes que l'on visite de temps en temps avec des embarcations légères, des bouées qui sont à la côte ou plus au large. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire consiste à faire des prélèvements d'eau ponctuels. Donc là, on fait des campagnes de mesure avec des navires, donc des embarcations légères ou des embarcations plus lourdes dans le cadre de campagnes océanographiques. Et on prélève des bouteilles d'eau que l'on stocke et sur lesquelles on fera les analyses plus tard à l'aide d'appareils en laboratoire. Voilà, donc il y a, je dirais globalement, ce qui me vient à l'esprit là quand vous posez la question comme ça, c'est ces deux techniques-là, mesure haute fréquence sur des bouées fixes et puis des campagnes de mesure avec des embarcations légères dans les océans. Ok, merci. Déjà, après cette première approche un peu technique, on voudrait un petit peu savoir sur le vivant, quel est l'impact de la modification du pH, éventuellement des températures, sur le milieu marin. Alors, vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de recul encore, mais est-ce qu'on a déjà des premiers éléments? Oui, alors on a des éléments parce qu'on fait de l'expérimentation, Mhm. on fait des observations, on développe des modèles dans lesquels on se projette. Ce qu'on observe en gros, quand on parle d'acidification, on pense tout de suite je dirais que pour les gens qui connaissent, on pense tout de suite aux coquillages, aux coraux. Et en fait, ce que ces organismes-là ont en commun, c'est qu'ils font un squelette de calcaire. Et ce qu'on n'a pas encore détaillé, alors on a beaucoup parlé d'acidité, mais un des problèmes dans l'acidification des océans, c'est qu'on ajoute du CO2 et on modifie finalement tout ce qu'on appelle, nous, la chimie des carbonates. Alors les carbonates, c'est quoi? C'est des molécules carbonées qui contiennent un atome de carbone et qui sont quoi? Qui sont du bicarbonate et des ions carbonates. Alors pourquoi je vous parle de ces molécules un peu bizarres? C'est que finalement, pour faire du calcaire, dont sont faits les coquillages et les coraux, il faut du carbonate. Et quand on met du CO2 dans l'eau, eh bien le carbonate, il y en a de moins en moins. Et donc, un des effets de l'acidification, donc il y a l'augmentation de l'acidité évidemment, mais il y a aussi la baisse de la teneur en carbonate de l'eau de mer.
et ce déséquilibre finalement dans la chimie des carbonates. Et donc un des effets les plus évidents, qui a été les plus étudiés, je dirais, en biologie marine, c'est l'impact de l'acidification sur le développement, la croissance, la survie, la reproduction de ceux que l'on appelle les organismes calcifiants, qui sont les coquillages, les coraux, certaines espèces de phytoplancton, les coccolithophores, qui sont à la base de chaînes alimentaires marines. Et donc, Voilà, donc ce qu'on observe, c'est qu'en conditions acidifiées, la croissance de ces organismes-là est très fortement impactée, diminuée. En fait, en conditions d'acidification, les conditions deviennent corrosives pour les coquillages, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se dissoudre plus qu'à se fabriquer. et donc c'est ces espèces-là qui sont le plus impactées a priori par tous ces changements. Et donc, ce sont ces espèces-là, en effet, qui sont les plus touchées par l'acidification. Même si les organismes non calcifiants, on pense par exemple aux poissons, qu'est-ce qui peut arriver à un poisson qui est non calcifiant dans des conditions d'acidité, son comportement va être altéré. Pourquoi? Parce qu'on altère les échanges d'ions à l'interface entre le système nerveux central et l'animal. Et pour le coup, on modifie son comportement, par exemple la capacité de fuite vis-à-vis d'un prédateur, sa capacité à reconnaître un habitat, à trouver des zones de nourricerie. Tout ça sont des impacts quelque part directs de l'acidification sur les organismes marins. D'accord. Merci beaucoup. Il y a différentes couches dans l'océan, en tout cas différents niveaux de profondeur, avec des espèces dédiées. Est-ce qu'il peut y avoir un bouleversement de ces écosystèmes, c'est-à-dire un changement en fait de profondeur de ces différents niveaux qui existent, de ces différentes couches de l'océan, ou pas, liées à l'acidification, à ce mécanisme-là d'acidification. Et puis peut-être j'enchaîne sur la deuxième question qui est sur l'exploitation des grands fonds. On en parle beaucoup. Et est-ce qu'elle aussi, elle peut avoir un impact sur l'acidification des océans? Alors, deux questions assez techniques sur la question de la profondeur. Alors, la question de la profondeur, et en effet, il y a des espèces qu'on va retrouver plus à la surface, d'autres plus au fond. Les organismes calcifiants, on va les trouver généralement plus proches de la surface qu'au fond. Pourquoi? Parce qu'avec la pression, les carbonates sont de moins en moins disponibles. Et avec l'acidification, ce qu'on va voir observer, c'est cette profondeur-là remonter. Ça veut dire que typiquement des coraux d'eau froide qui vivent très profond parce qu'ils sont par définition d'eau froide, donc les eaux froides sont plus en profondeur, eh bien l'acidification des océans va avoir tendance à les faire remonter parce que les carbonates seront plus abondants en haut qu'en bas liés à la pression et que l'acidification va faire remonter ce qu'on appelle l'horizon de calcite et d'aragonite, qui sont des formes de calcaire que les animaux précipites utilisent pour fabriquer leur squelette. Donc l'acidification va exercer une pression qui va consister à les faire remonter, alors que la température sera plus chaude, trop chaude pour eux. Donc ils seront quelque part pris entre deux mots, ces animaux-là, et risquent de disparaître à terme à cause de l'acidification. Pour ce qui concerne l'exploitation des grands fonds, alors il n'y a pas de lien avec la première question, même si on pourrait penser que plus on s'approche de la profondeur, plus les choses vont être liées entre elles. Il n'y a pas de lien en fait entre ce que je viens de dire et l'impact de l'exploitation. Je pense que vous parlez de l'exploitation minière, j'imagine, des grands fonds. Oui, absolument. Si on va extraire des nodules, par exemple des nodules polymétalliques à l'aide de machines excavatrices. Exactement. Voilà, vous pensez à ça. Alors, quel impact? Eh bien, en effet, alors, on peut imaginer que si on remet en suspension tout ce carbone qui est stocké dans le fond à cause d'une activité minière intense, alors ce carbone-là va se remettre en suspension, se redécomposer, nous on dit reminéraliser, c'est-à-dire qu'il va revenir sous forme minérale. Ce carbone est au départ organique, il va se reminéraliser et pour le coup libérer du CO2 sur le fond. Alors ce CO2, il va rester au fond, il sera là, il sera libéré, mais il ne va pas remonter à la surface. Parce que le fond et la surface, à ces profondeurs-là, ces couches d'eau-là ne se mélangent pas forcément facilement. D'accord. Et donc, il va rester au fond. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Oui, c'est que même si on fait de l'exploitation minière, a priori, ce CO2 qu'on va refabriquer, il ne va pas arriver dans l'atmosphère. Mais attention, il ne va pas y arriver tout de suite. Ce CO2 qui, en revanche, se retrouve dans les zones profondes, il va circuler parce qu'il y a une boucle de circulation, ce qu'on appelle quelque part la boucle thermohaline de circulation. Une molécule d'eau, au fond, elle ne reste pas au fond, elle circule.
Et en gros, elle met à peu près 1000 ans à faire le tour de la Terre, de la surface vers le fond. Et donc, ces masses d'eau qu'on va enrichir en CO2, à un moment donné, elles vont se retrouver en contact avec l'atmosphère. Alors, comme je dis, ça ne sera pas tout de suite, mais ça sera dans, à minima, 1000 ans. 1000 ans. Ouais. Au maximum, dans 1000 ans, ces masses d'eau-là seront en contact avec l'atmosphère. Donc, quand même, attention à ce qu'on fait, parce que si on est pour générer des eaux enrichies en CO2 sur le fond, elles le sont déjà naturellement de par la respiration des organismes, mais si on exacerbe ce process-là par une activité minière débridée, alors on va augmenter le relargage de CO2 dans les décennies, siècles, millénaires à venir. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça aujourd'hui. Non. A priori, non. Vous voyez ? A priori, non. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Et puis on passe à notre petite interlude musicale. C'est votre choix, Fabrice, Zao de Sagazan, la Symphonie des éclairs. Vous voulez nous en parler un peu ? Mais en fait, quand vous m'avez posé la question, je ne sais pas trop quoi vous dire. Et j'ai pensé à cette chanson-là parce que, alors, sur le plan philosophique, pour moi, elle fait appel aux besoins que les sociétés humaines ont aujourd'hui d'atterrir. En fait, d'atterrir, de se connecter au vivant, de se connecter à la Terre et d'arrêter de regarder en haut, en l'air, sans arrêt, d'imaginer que quelque part c'est plus beau en haut. Don't look up. Exactement. Très bien, eh bien, on y va, c'est parti. Zao de Sagazan. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. La tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci c'est dire nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Vous êtes bien en direct de la parenthèse scientifique et aujourd'hui nous recevons Fabrice Pernet, biologiste marin, chercheur au LEMAR qui travaille sur les acidifications des océans. Alors Fabrice Pernet, on va parler peut-être maintenant un peu solutions. Et parmi les solutions évoquées dans votre livre, vous parlez de végétalisation des océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et peut-être également, plus globalement, est-ce qu'il existe des solutions à cette acidification? Alors, végétalisation, pourquoi? Eh bien, les végétaux marins, comme les végétaux terrestres, font un truc qui est fantastique, qui s'appelle la photosynthèse. Et quelque part, c'est la seule manière que l'on connaisse aujourd'hui qui puisse capter du CO2. La photosynthèse, c'est la réaction qu'on a beaucoup d'entre nous apprise au collège, me semble-t-il, qui Tout à fait. consiste à, avec du CO2, de l'eau et de la lumière, produire des sucres. Et c'est ce que font tous les végétaux. Et donc, puisqu'on a un problème de CO2, on a trop de CO2 dans l'atmosphère, on a trop de CO2 dans la mer, et dans la mer, ça acidifie. Eh bien, l'idée de mettre des végétaux marins, quelque part, c'est activer une pompe à CO2, une pompe à carbone naturelle, qui permet de remonter le pH, diminuer l'acidité. Donc, la solution, elle est simple, elle est fondée sur la nature, clairement. Et l'idée de végétaliser permettra donc, quelque part, de limiter l'acidification des océans, en tout cas dans la zone côtière. Et dans quelle proportion il faudrait végétaliser les océans pour que cette solution soit efficace? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par efficace. Si on veut capter toutes les émissions que l'on a aujourd'hui de CO2, qui se chiffrent à peu près à 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans, hein, que l'on émet de par nos activités, alors les algues n'y suffiront pas, c'est une évidence. Il faudrait 2 fois la surface de l'Europe dans les océans qui soient colonisés par des algues pour capter cette quantité-là de CO2. Je pense même d'ailleurs que les océans ne seraient pas assez productifs parce que pour produire des algues, il faut quand même des sels nutritifs, il faut de l'azote, il faut du phosphore. Et une grande partie de l'océan est globalement assez pauvre en nutriments. Et donc cette solution-là ne permet pas évidemment de capter nos émissions telles qu'on les produit aujourd'hui dans nos sociétés. Donc ça dépend de ce qu'on entend par efficace. Si en revanche on se dit demain on veut capturer 0,1, 0,2, voire 1 gigatonne de CO2 océanique par les algues, alors c'est possible. Mais ce sont du coup de nouveaux métiers à créer. Et puis ces algues, il faut en faire quelque chose qui consiste à en faire autre chose que du CO2 atmosphérique. Autrement dit, si demain ces algues sont destinées à de la consommation, à être ingérées, à être mangées, à être digérées, et donc autrement dit à être retransformées en CO2, alors ça ne répondra pas forcément à la question. On évitera peut-être des émissions liées à d'autres types de production, mais en tout cas, ça ne sera pas un puits de CO2 à proprement parler. Et donc, ce qu'il faut imaginer demain, c'est de la culture d'algues pour faire des puits de CO2 pérennes. Et donc, imaginez que l'on va cultiver des algues pour les enfouir au fond des océans. Donc, il y a des scientifiques qui ont écrit des papiers là-dessus, qui ont imaginé des solutions comme celle-ci. Et pour le séquestrer durablement dans les couches profondes de l'océan et quelque part en refaire du pétrole dans des millions d'années. Globalement, c'est un petit peu D'accord. ça l'idée. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est peut-être un métier de demain, gardien de puits de CO2 océanique par la culture des macroalgues. Un nouveau cycle alors. Et vous évoquez aussi en autre Un nou- solution l'alcalinité pour faire baisser donc l'acidification des océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Quelle est cette autre solution que vous évoquez? Voilà, alors cette solution-là, pour le coup, la première était très fondée sur la nature, sur la photosynthèse. Celle-ci est très technique. Là, on rentre dans quelque chose qui, si on le déploie à grande échelle, deviendra clairement du technosolutionnisme. Mais donc, c'est basé sur la réaction. Aujourd'hui, on a un problème d'acidité, et donc la logique, ce serait de régler ce problème d'acidité en ajoutant de l'alcalinité, c'est-à-dire l'inverse de l'acidité. La manière de le faire, alors typiquement, c'est d'ajouter du calcaire dans l'eau. Et du calcaire, les organismes marins en produisent. Et aujourd'hui, quand on produit des coquillages, eh bien, ce calcaire-là, il finit globalement dans nos poubelles, les uns et les autres, et bien souvent, plus souvent qu'autrement, dans un incinérateur où ce calcaire devient à nouveau du CO2. Donc là, l'idée que l'on propose dans le livre, c'est de faire autre chose, c'est de collecter ces coquillages-là, de les réduire en poudre et de les remettre dans la mer. Et quelque part, ça contribue à augmenter l'alcalinité des océans. Ce calcaire, en se dissolvant dans les océans, piège du CO2. C'est ça la beauté de la réaction, c'est que
alors que la fabrication d'une coquille est un processus qui est émetteur de CO2. La réaction chimique, c'est une émission de CO2 nette, hein, la réaction de calcification. Contrairement aux idées reçues, les coquillages ne sont pas des puits de carbone, ne sont pas des puits de CO2. Ce sont au contraire des émetteurs. Alors si on dissout les coquilles dans l'eau, en revanche, elles vont repuiser le CO2 qu'elles ont émis dans leur vie. Et puis, elles vont, pour le coup, augmenter le pH et diminuer l'acidité de l'eau. Donc, l'alcalinisation des océans, c'est ça. Et ça, ce qu'on propose, voilà, c'est à petite échelle, à l'échelle d'un bassin conchilicole, donc là où on Mm. produit des coquillages, c'est d'imaginer un système circulaire où finalement ce que l'océan a produit, on lui remet et on maintient un niveau d'alcalinité qui est compatible avec la vie, la croissance des coquillages. D'accord, mais du coup, c'est comme la végétalisation, c'est à petite échelle, ça fait partie de plusieurs solutions qui feraient un tout. Là, on en a vu 2. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous n'avez pas encore, donc vous ou des collègues, étudiées et qui pourraient être pertinentes dans l'avenir? Ouais, alors je vais revenir sur la question des échelles. C'est-à-dire qu'en effet, là, on a évoqué 2 solutions qu'on peut Mm. imaginer déployer à petite échelle pour gérer la qualité de l'eau d'un bassin, par exemple, Sur du producteur de local, ouais. coquillages. Voilà, au niveau local. Maintenant, l'alcalinisation, c'est quelque chose que certains envisagent à très grande échelle, parce que le potentiel est quasiment infini. On peut imaginer dissoudre une falaise de craie dans l'océan, et là, on piégerait des gigatonnes de CO2. Et donc, ce sont des choses qui aujourd'hui sont à l'étude. Ce sont des solutions qu'on voit de plus en plus apparaître et sur lesquelles il y a un certain engouement scientifique. Donc ça, il faut le dire. Il faut savoir que c'est des choses qui sont aujourd'hui envisagées à très grande échelle et il y a de plus en plus d'intérêt pour ce genre de solution-là. Pourquoi? Parce que le GIEC nous enjoint aujourd'hui à capturer du CO2 pour arriver à zéro émission nette à l'horizon 2050. Mhm. Et il y a des émissions de CO2 qui seront inabattables. On en émettra toujours, quoi qu'il arrive, pour certaines activités incontournables. Et donc, il faudra en séquestrer. Et de ce point de vue-là, l'alcanisation à grande échelle est vue comme faisant partie du portefeuille de solutions qui s'offre à nous. Alors, pour ce qui concerne les autres solutions qu'on n'a pas évoquées, il y en a une qui me semble particulièrement intéressante. C'est celle qui concerne finalement, et ça rejoint un peu la végétalisation, mais le maintien d'écosystèmes sains, d'écosystèmes notamment végétaux. Je pense aux grandes forêts de laminaires, aux mangroves, aux austères. Tous ces écosystèmes-là sont clairement aujourd'hui des puits de CO2. Ils sont menacés de disparition. Et s'ils disparaissent, c'est du CO2 en plus dans l'atmosphère. C'est de la séquestration de CO2 en moins dans les sédiments marins. Mm. Et donc, c'est une vraie perte. Et donc, je pense qu'un des premiers points d'intérêt, c'est la préservation des écosystèmes qui font ce qu'on appelle, nous, du carbone bleu. Donc, du carbone, c'est comme l'hydrogène, il y en a toutes les couleurs maintenant. Mais le carbone bleu, c'est le CO2 que l'on séquestre grâce aux services rendus par les écosystèmes marins. Et donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est quelque chose qui est intéressant parce que même si c'est, entre guillemets, peu efficace, peu rentable, il n'y a aucun coût à le faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, une mesure sans regret. Et du coup, donc ça, on a compris, effectivement, ça fait partie d'une des solutions qui, finalement, qu'on a déjà entre nos mains et qu'il faut faire attention. Pour les 2 autres solutions dont vous parliez, la végétalisation et l'alcalinité, est-ce qu'en termes d'échelle de temps, par contre, cette fois, sur quelle échelle de temps ça pourrait être déployé, notamment l'alcalinité dont vous parlez, qui est envisagée pour faire baisser pour capturer le CO2 à plus grande échelle? Alors en fait, à quelle échelle de temps cela pourrait être déployé? À mon avis, très rapidement, parce que sur le plan théorique, les concepts sont là, on les maîtrise, on les connaît, les ordres de grandeur sont à peu près au rendez-vous. La culture de macroalgues, sur le plan technologique, c'est des choses qu'on sait faire. Alors il y a certainement des progrès à faire dans les rendements des macroalgues et leur capacité à faire la photosynthèse, à puiser du CO2 et à le séquestrer. Donc on peut imaginer des programmes d'amélioration, de sélection même génétique de certaines lignées d'algues qui pourraient permettre d'augmenter les rendements et la séquestration de CO2. Mais globalement, aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la végétalisation, on sait faire. Donc c'est une question de volonté moyens, politique. j'imagine. Alors quand on dit ça, on nous rétorque souvent oui, mais quel modèle économique avez-vous? Alors évidemment, on n'en a pas. Quand on parle de séquestrer du CO2, il n'y a pas de modèle économique derrière. Donc on est sur des systèmes a priori fortement subventionnés. Subventionnés pourquoi? Pour services rendus, services publics, on va dire. C'est-à-dire maintien quelque part d'un climat, d'une planète habitable. Voilà, donc est-ce qu'on a envie de payer pour ça? Ça, c'est une question plutôt politique.
Pour ce qui concerne l'alcalinité, alors là, pour le coup, il y a quand même encore beaucoup d'expérimentation à faire, beaucoup d'études d'impact à faire. Parce que quand on ajoute de l'alcalinité dans le milieu, alors on connaît bien, on a une vague idée de ce que peut faire l'alcalinité, mais on n'apporte pas que de l'alcalinité, on apporte des minéraux. Et avec les minéraux, il y a tout un cortège potentiellement de contaminants chimiques qui peuvent arriver avec eux. Quand on prend du calcaire issu ou de l'olivine, par exemple, donc qui est un des minéraux ciblés pour les opérations d'alcanisation, eh bien, on ajoute quelques métaux traces et à forte concentration peuvent avoir un effet très négatif sur les organismes marins. Donc, la solution peut générer de nouveaux problèmes et ça, il faut l'évaluer. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait. D'accord. Donc, je pense que sur la végétalisation, c'est mature. Sur l'alcanisation, ça ne l'est pas du tout. Et puis, il faut évaluer sur l'alcanisation la question de l'efficacité. On a assez peu de recul aussi sur ces questions-là. Et ces solutions-là, il faut les déployer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a globalement, pour être à zéro émission nette, on a 2050. Après, il faut séquestrer. Et donc, il faut que ces solutions-là soient en ordre de marche d'ici 2 décennies. Ça nous laisse peu de temps. Ça nous laisse peu de temps, voilà. Donc, on a bien compris cette solution à large échelle, sur un ton peut-être un petit peu plus léger pour ceux qui habitent en bord de mer. Est-ce qu'on peut imaginer que bientôt, on aura des bacs recyclage pour les coquillages des fruits de mer? Alors, il y a quelques communes qui font ça. Quelques communes très conservatrices de fruits de mer, quelques communes productrices. Il y en a en Vendée, voilà. Et donc, le Comité national de la conchyliculture travaille sur ces questions-là aujourd'hui, sur des circuits courts, des circuits de collecte. Alors évidemment, c'est pas simple parce que comme on n'en consomme pas tous les jours, d'avoir une poubelle pour un produit dont la consommation est finalement assez épisodique, c'est pas forcément évident. En revanche, il y a quand même des circuits de collecte pour les professionnels de la conchyliculture, pour les restaurateurs qui se mettent en place. Et ça, c'est assez intéressant parce que derrière, alors moi, je parlais évidemment de l'utilisation du calcaire pour piéger du CO2, mais il y a d'autres utilisations possibles. On peut s'en servir pour faire des additifs de crème solaire, pour faire des types de béton, pour faire des produits de consommation courante. Enfin bref, il y a divers champs d'application possibles. Et donc, on y pense de plus en plus. D'accord. Bah, écoutez, impeccable. Eh bien, on m'annonce que c'est la fin. Merci beaucoup, Fabrice Pernet, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce sujet de l'acidification. On a fini quand même sur une note assez positive avec 2 solutions, la végétalisation et l'alcalinisation à grande échelle. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient investir, on vous attend. N'hésitez pas à contacter Fabrice Olémar à Brest. Et on rappelle que Fabrice Pernet est auteur d'un livre, L'acidification des océans, quels effets, quelles solutions, coécrit avec Frédéric Gazot aux éditions Coué, téléchargeable gratuitement. On vous remercie beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore à vous. Et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt. Et nous, on repart tout de suite sur la pause musicale. C'est des Beatles, Yellow Submarine. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Vous reprendrez bien un peu de science ? Et c'est parti pour les actualités scientifiques avec Julien et la loi sur les PFAS. Oui, alors c'est les PFAS ou ces polluants éternels. Donc ce sont ces substances chimiques qui sont actuellement largement mises en avant et qui sont pourtant encore en partie méconnues. Elles représentent par exemple une grande famille qui est estimée entre 4 et 12 000 substances chimiques. Et leur problème, comme leur nom l'indique, ce sont des substances très longues à se dégrader et qui s'accumulent donc dans les écosystèmes comme dans le corps humain. Or, ce jeudi 30 mai, le Sénat a adopté une proposition de loi qui vise à limiter, à partir de 2026, et ce de manière progressive, la fabrication, l'importation et la commercialisation de produits utilisant ces substances que l'on retrouve d'ailleurs dans de très nombreux objets de notre quotidien. Ça va de la vaisselle aux cosmétiques, les agents retardateurs de feu, dans les peintures et même certains équipements sportifs. Donc cette proposition de loi, qui avait été adoptée le 4 avril à l'Assemblée nationale, a quand même été quelque peu rabotée lors de son passage au Sénat. Il faudra par exemple passer par l'application de décrets pour établir la liste des dites molécules qui seront interdites et les seuils de concentration tolérés. Alors, elle instaure tout de même une taxe sur les industries qui rejettent ces PFAS dans l'environnement et le contrôle de la qualité des eaux inclura maintenant la recherche de ces dits polluants. Donc cette loi, qui est française pour l'instant, peut être prise comme un premier pas avant, on l'espère, une harmonisation et la construction d'un cadre à l'échelle européenne. Merci beaucoup Julien. Donc on rappelle que cette loi, c'est quand même une très bonne chose. Et on passe à la science poétique avec Pauline. La science poétique. Aujourd'hui, je vais vous parler des méduses qui sait rajeunir, extrait de l'Atlas de zoologie poétique d'Emmanuel Puy-de-Bas. Petite par sa taille, mais grande par l'exploit, cette minuscule méduse représente l'un des plus anciens animaux de la planète, évoquée par des traces fossiles vieilles de 650 millions d'années. Dépourvue de squelette et de cerveau, elle est composée à 98% d'eau. Si au sein des 1000 espèces de méduses recensées, quelques-unes sont mortelles au moindre contact et d'autres ont 24 yeux, la palme de la singularité revient à notre Turritopsis nutricula, seul animal capable d'inverser le processus de vieillissement de ses cellules. Oui, cette méduse rajeunit. Plus exactement, lorsque les conditions sont défavorables, en cas de stress, de manque de nourriture ou de vieillissement, elle a la particularité de revenir au stade de méduse à celui de polype, c'est-à-dire au stade juvénile, et ce même après avoir atteint sa maturité sexuelle. Attention, elle n'est pas pour autant indestructible et peut être victime de maladies, de prédateurs ou d'accidents, mais il s'agit bien d'une immortalité biologique. Fait encore plus incroyable, elle peut inverser son processus de vieillissement indéfiniment grâce à un phénomène de blocage de la mort programmée des cellules et de restauration des cellules abîmées en cellules neuves. C'est ce qu'on appelle la transdifférenciation. Ce processus constitue une belle promesse pour l'avenir dans le cadre de la production de cellules de remplacement utilisables par la médecine régénérative. Évoluant silencieusement dans les profondeurs des mers des Caraïbes, Turritopsis nutricula ne fait pas exception parmi les méduses et se multiplie un peu plus chaque année, sans doute pour bon nombre de facteurs, son immortalité, le réchauffement climatique, la concentration en CO2 dans l'atmosphère ou encore la surpêche de ses principaux prédateurs. Merci beaucoup Pauline, je pense que nous avons trouvé le mot du jour de l'année prochaine, transdifférenciation. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette science poétique marine. Et on passe aux actus de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on démarre avec donc les activités de la Fondation. Donc, mai, c'est la saison des congrès et l'occasion de se mettre au parfum des recherches les plus récentes en santé et environnement. Donc, tout d'abord, on a eu le plaisir de co-organiser le congrès du GFP, donc Groupement pour la recherche sur les pesticides 2024, qui s'est tenu à Lyon du 22 au 24 mai, autour de la thématique réduction massive des usages de pesticides et des impacts associés, quels enjeux de connaissances et leviers d'action. Ensuite, on avait deux congrès plutôt sur le milieu marin. Donc, le premier, c'était le congrès Ecobim, qui est un congrès qui rassemble des Français, des chercheurs français, québécois et toute la francophonie à Bagnols-sur-Mer, dont l'objectif était de mettre en lumière les recherches les plus récentes en écotoxicologie aquatique, et ceci afin de contribuer à la compréhension des impacts de la pollution marine en Méditerranée, mais également sur la côte atlantique québécoise.
et il a par exemple été question d'études sur les effets des crèmes solaires et filtres UV sur les coraux et autres organismes marins. Et enfin, la Fondation était présente au Symposium international du PRIMO, donc PRIMO pour Pollutant Responses in Marine Organisms, du 26 au 29 mai 2024 à Nantes, autour des enjeux liés aux activités anthropiques et leurs effets sur les organismes marins et la santé des océans. Donc ces 2 derniers congrès ont été l'occasion de remettre des prix à des jeunes chercheurs pour leur communication orale ou écrite, afin de soutenir la recherche chez les jeunes chercheurs. Et j'enchaîne avec, dans les actualités de la Fondation, les conférences que nous organisons chaque mois. Ce mois-ci, pour le mois de juin, nous n'avons pas une, mais 2 conférences que nous organisons. La première qui se tiendra le 19 juin au Centre du patrimoine arménien, avec une conférence où nous attendons le docteur Olivier Amand, qui est biologiste et directeur de recherche à l'INRAE, qui viendra nous parler de reproduction et de développement des plantes et de la robustesse du vivant surtout. Et rendez-vous donc également le 26 juin, cette fois-ci à la médiathèque Latour-Maubourg, avec le docteur Aurélie Portefait, pour parler des effets des perturbateurs endocriniens sur la santé de l'enfant, mais aussi la formation et les informations données aux parents et aux soignants. Merci beaucoup, Pauline. Eh bien, c'est la fin de cette parenthèse scientifique sur l'acidification des océans. Effets et solutions. Nous avons reçu Fabrice Pernet. C'était notre dernière émission de l'année. Une petite tristesse. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et ça a été un grand plaisir cette année d'animer toutes ces émissions. Et puis, normalement, on vous retrouve l'année prochaine. On vous souhaite un très bel été. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bel été à toutes et tous. Bel été, au revoir. Bel été, au revoir. Au revoir à tous. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.